Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mency, vice-président de la région Île-de-France, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, Brice Sokol, politologue, et vous êtes l'auteur avec Frédéric Dabi de cet excellent livre Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, de courts chapitres qui reviennent sur des problématiques qui reviennent sur des problématiques qui concernent nos territoires, la rupture qu'il peut y avoir entre nos gouvernants et Paris et les territoires. C'est très très intéressant. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Vous avez une bibliothèque Construire l'Europe des réalités. C'est un de vos très nombreux ouvrages. Le dernier, Bye Bye Démocratie, paru chez Lafon Presse. Sophie, coup de gueule? Oui, absolument. Un coup de gueule, parce que ça fait partie des bêtises qu'on fait malheureusement. On est à quelques jours de la journée anti-tabac. On a un vrai problème. Moi, j'ai des amis qui vont très mal avec des cancers des poumons, donc est vraiment dû au tabac, il faut le répéter. Et pourtant, en France, on fait vraiment le contraire de ce qu'il faudrait faire. Par exemple, il y a une proposition de sachet de nicotine que on peut avoir, qu'on prend et qui contribue infiniment à baisser la consommation de tabac. On est le cancre de l'Europe en la matière, car on perd même de l'argent d'ailleurs. On interdit, donc il y a des trafics de cigarettes, 7 milliards de recettes perdues. Et au lieu de s'attaquer vraiment à ce qui se passe. Par exemple, la solution existe en Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce, plein de pays d'Europe, qui misent sur les produits alternatifs à la cigarette, comme la vape ou les sachets de nicotine. Et vous savez que ces produits sans tabac sont très populaires dans certains pays. On le met sur la gencive et ça délivre un peu de nicotine sans aucun des méfaits de la cigarette. Non, je suis désolée, c'est prouvé partout. Non, mais faut arrêter de fumer, point barre. Quoi. Oh, écoutez, alors, Valérie, vous allez me laisser aller jusqu'au bout. Parce que vous avez dit qu'on ne coupait pas. Qu'est-ce que j'en sais? J'écoute le médical. J'écoute toutes les études comparatives qui sont faites. Je peux vous les donner. La Suède est passée premier pays non fumeur du monde, avec un taux de fumeurs passé à moins 5% grâce au sachet de nicotine. Là, aux États-Unis, l'agence de santé américaine, ça rigole pas. Elle a évalué ces produits. Elle a conclu que ça présentait un risque beaucoup plus faible de cancer et d'autres pathologies graves. Beaucoup plus faible, mais pas sans risque. Donc on peut pas la promotion des sachets de nicotine. Nous sommes le seul pays qui empile les plans cancer depuis des décennies. On ne veut pas s'occuper de ce qui se passe. Les produits non fumeurs, le gouvernement fait la sourde oreille. C'est un principe de précaution, tenez-vous bien, qui interdit le sachet. Et dans les entreprises, je voudrais préciser qu'il y aurait ces sachets. On a nos salariés qui descendent fumer dans la rue. Ils clopent ensemble avec un vague petit cendrier qui émettent des mégots partout. Ils descendent, c'est un vrai problème. Ils n'arrêtent pas de fumer. On devrait, dans les entreprises, les encourager à avoir ces produits non fumeurs. Donc je pense qu'on est les derniers, Valérie. On est le pays où ça marche pas. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder les statistiques qui ont été faites par des gens qui évaluent, ne serait-ce que d'ailleurs, on a interdit la cigarette électronique, on a interdit les vapoteurs, c'est une alternative à la cigarette, et on est le pays le plus mal classé. Alors, moi, je suis désolée, la communauté scientifique a étudié les sachets de nicotine sous divers angles, notamment leur toxicité. Nicotine et risques associés. Les sachets de nicotine contiennent de la nicotine, une substance hautement addictive, non classée comme cancérigène. Cependant, risque cardiovasculaire, risque respiratoire, risque de toxicité aiguë. Donc on peut classé par tous les pays comme beaucoup mieux que la cigarette. Beaucoup mieux, il faut lutter contre le tabagisme. Non mais Valérie, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut pas lutter. Il y a des gens qui sont vraiment addicts. Demandez à William Lowenstein, avec qui j'ai travaillé là-dessus. Écoutez, c'est la journée sans tabac le 31. Non mais vraiment, alors oui, évidemment, arrêter de fumer, facile, comme disait De Gaulle, je sais le faire, j'ai arrêté 30 fois. Il y a des gens qui sont vraiment addicts. Manque de données à long terme, etc. Moi, etc. je pense que les autres pays ont donné l'exemple. On verra sur du long terme. Non, je pense que vous êtes dans la mauvaise foi. Et pourquoi Le taux de consommation a baissé, non, parce qu'on est passé, je disais, en gros de 35% en 2021 à 21% en termes de tabagisme si vous le dites, en France. C'est vrai. Donc il y a des mesures quand même qui ont été prises qui ne sont pas forcément toutes négatives. Moi, ce qui m'inquiète au-delà du tabac, ce sont toutes
toutes les substances alternatives. Vous avez raison. C'est un vrai sujet. Et voilà. Mais les substances qui ne sont pas les petits sachets. Et qui ne sont pas des petits sachets, qui ne sont pas des vapoteuses. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet en France. Oui, en France, en Europe et dans le monde. C'est pas parce qu'on fume pas qu'on prend de la drogue. Hein. Bien sûr. Mais la drogue est un des sujets prioritaires de nos sociétés aujourd'hui. Vous avez vu cette femme, cette mère de famille qui est décédée, elle s'est levée la nuit pour aller boire de l'eau dans son frigidaire et son fils avait mis du GHB pour lui. Et elle s'est trompée de bouteille, elle est morte d'une overdose. Enfin bon, c'est en marge de tout cela, mais non, les sachets de nicotine sont considérés comme moins nocifs que les cigarettes, mais ils ne sont pas sans risque. Mais pourquoi l'interdire en France? Excusez-moi. Parce que c'est pas sans risque et qu'on manque de données à long terme. Donc c'est un principe de précaution. Valérie, moi j'ai des données des États-Unis, je crois assez aux États-Unis, et en tout état de cause, l'interdiction est stupide. Arrêtez d'interdire. On n'interdit pas. Enfin, on a qu'à. Bon, bref. Brice Sokol. Alors vous, c'est dans la continuité. Moi, c'est dans la continuité un peu de l'ouvrage que l'on a écrit avec Frédéric, parce qu'on nous dit aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup des services publics. Voilà, les services publics, les campagnes, les quartiers difficiles. Voilà, il nous faut des quartiers publics, il nous faut de nouveau de la proximité dans nos villes. Et j'ai le sentiment que la Poste fait le contraire. Il y a une dame qui a dit, la Poste, je cite, j'y vais à pied, c'est plus agréable et c'est autre chose que de prendre sa voiture pendant 20 minutes. C'est une dame qui vit à Berny-Bocage, dont la Poste va fermer. Il faut savoir que la Poste est en train de fermer un grand nombre de ses sites. En Alsace, c'est plus d'un quart des bureaux de poste qui sont fermés, qui vont être fermés. Et c'est partout en France. Mais la Poste n'est pas une entreprise comme les autres. La Poste, elle est signataire d'un contrat de présence territoriale conclu avec l'État et l'AMF. Donc la Poste fait partie de ces entreprises qui aménage le territoire et qui doit faire partie de cet aménagement du territoire. Elle est investie par plusieurs lois d'une mission d'aménagement du territoire. Et ça, on l'oublie. Vous avez même un décret de 2007 qui impose la création dans chaque département d'une commission départementale de présence postale territoriale. Parce qu'on donne de l'argent à la Poste pour que tous ces points ces points d'accueil puissent exister dans le rural, dans le périurbain. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça disparaît. On nous parle de proximité, et on a des agences de l'État qui ont des budgets pour remettre des commerces en centre-ville, qui nous coûtent de l'argent. En fait, on a des politiques complètement contradictoires. D'un côté, on vous dit, on veut de la proximité, on veut du commerce de proximité, on veut que les personnes âgées puissent bénéficier de tel et tel service, et de l'autre côté, vous avez une société comme la Poste qui ne cesse de fermer ses points de poste. Non mais c'est un vrai sujet. C'est un peu schizophrénique. Pourtant, ça a été privatisé partiellement. Alors on vous dit, oui, mais c'est parce que les horaires ne répondent plus aux besoins de la population, mais il y a un vrai sujet dans ce pays. Le désengagement des agences postales en zone rurale, ça fait 20 ans qu'il se fait. Et en fait, il se fait de deux manières totalement pernicieuses. La première, c'est de dire on transfère certaines activités aux buralistes pour les soutenir, etc. Et donc on continue à assumer le service, mais c'est plus nous. Et la deuxième, en fait, qui est beaucoup plus vicieuse, c'est en général, qu'est-ce que fait la Poste quand ils veulent fermer une agence? Ils réduisent les horaires. Ils réduisent les amplitudes horaires. Les amplitudes horaires étant réduites, on ne prend plus que le matin, etc. Effectivement, ça ne correspond plus aux besoins des gens. Et en plus, mécaniquement, vous avez un taux d'activité qui est réduit. Et donc, en fait, vous serrez le collet petit à petit. Et au bout d'un an et demi de réduction d'horaires, on vous dit telle agence postale dans tel village de Grande Couronne, il n'y a plus de nécessité. Et donc, on le ferme. Et c'est quelque chose qui est organisé sciemment depuis 20 ans. Mais il y a une solution entrepreneuriale, parce que on peut imaginer que quand il y a 4 personnes qui passent à la Poste dans la journée, dans mon village en Vendée, c'est le cas. Est-ce que on pourrait, avec des boîtes privées, faire des espèces de commerce à la fois qui fassent poste, qui fassent perception, parce qu'ils suppriment les perceptions aussi, c'est pas dont ça on est moins embêté, mais perception, il y a des villages qui n'ont plus du tout de commerce, il faut faire un drugstore. J'appelle ça drugstore, mais il faut absolument proposer une permanence qui puisse prendre les colis, prendre les lettres commandées, prendre une déclaration, mettre en contact avec. Moi, je suis 100% d'accord avec vous, mais vous avez un contrat de présence territoriale entre l'AMF et la Poste. C'est-à-dire que la Poste reçoit de l'argent de l'État.
et des collectivités locales. Moi, je préférerais que là, il y a des entreprises, il faut arrêter. à des entreprises privées, à des associations qui assurent le service. Là, il y a, en gros, si je comprends bien, il y a de l'argent qui est reçu, mais le service n'est pas rendu. Mais le service n'est pas rendu. Alors, Jacques Méhard, un mot. Oui, tout ça rejoint ce qui a été dit d'ailleurs par Brice, c'est l'aménagement du territoire. Et là, je vais m'adresser à un ami qui est Jean-Philippe. Au lieu d'empiler et de faire venir tout le monde en région parisienne où on densifie à outrance, on fait mieux d'aider les entreprises et la population à s'installer dans des endroits où il y a encore une qualité de vie qu'il n'y a plus en région parisienne. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un peu le cas. Il faut retrouver les gens repartent. Du territoire. Mais Jacques, moi j'irais même plus loin. Au-delà de Paris, ce sont les métropoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut valoriser les villes moyennes, les petites villes. Vous savez que la majorité de l'industrie en France, des industries françaises, sont dans des villes implantées dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc il faut encourager cela. Il faut arrêter d'avoir une vision uniquement métropolitaine du territoire national. De toute façon, les gens quittent les grandes villes, ils peuvent plus se loger. Nous, on a le nombre de gens qui sont partis, qui quittent, en l'occurrence, les grandes villes. Et nous, on ne peut pas recruter parce que quand les gens ont 1h30 de trajet, moi, je ne recrute pas. Paris 1h30 de trajet. 10 à 12 000 habitants par an. Oui, c'est ça. Paris perd 10 à 12 000 habitants par an. Généralement, les classes moyennes et les familles. On va en parler dans un instant avec Jacques Méhard. Il faut qu'on marque une petite pause pour la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous et Jacques Méhard, on va passer à votre coup de gueule, mais on vient d'apprendre le décès de Jean Tibéri, ancien maire de Paris, 90 ans. C'est un homme qui a marqué la vie politique française. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Jacques Méhard. Écoutez, c'était un pilier de la ville de Paris, Jean Tibéri. Il a travaillé avec Jacques Chirac. Et il a beaucoup aimé Paris. Il a pratiqué d'ailleurs une politique qui était un peu à l'opposé de celle de Hidalgo que je souhaite dénoncer aujourd'hui, notamment sur des plans de circulation un peu plus rapides. Et donc, vous savez combien je vous aime, Valérie, et que je souhaiterais vous voir plus souvent, et je souhaiterais aller pouvoir vous voir. Oui, je suis bien d'accord. C'est-à-dire d'être avec nos amis ici dans le studio. Oui, parce que je précise que vous êtes à distance. Or, Hidalgo a massacré cette ville. On ne peut plus circuler et les banlieusards. Alors bien sûr, les bobos parisiens trouvent ça très bien, mais il y a quand même 10 millions de banlieusards qui ne peuvent plus aller à Paris parce qu'on a des feux qui sont des véritables hachoirs et on emmerde les banlieusards à longueur de temps. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est un coup de gueule contre Madame Hidalgo, qui est interdite de séjour d'ailleurs à Maison Lafitte, parce que j'ai pris un arrêté pour lui interdire de venir, puisque je ne peux pas aller à Paris, j'ai fait la même chose à Maison Lafitte. Et donc, je peux dire aujourd'hui fort que véritablement, cette femme a massacré la capitale, je suis d'accord. Elle devient invivable, et tout ça au profit de quelques bobos qui, bien sûr, ont de l'espace, mais il y a des banlieusards, il y en a 10 millions, et qui, jusqu'à nouvel ordre, pourraient avoir le droit d'aller à Paris dans des bonnes conditions, ce qui n'est plus le cas. Je suis d'accord avec vous. Je suis banlieusarde. Alors hier, je vous raconte une petite histoire. J'ai remonté la rue de Rivoli. J'ai traversé Paris à pied. C'est un désastre absolu. C'est un désastre tant que sur la chaussée, qui est pleine de trous, l'embouteillage créé par cette voie unique pour les taxis. Oui, rue de Rivoli. C'est sale. Non, mais ces arcades magnifiques de la rue de Rivoli, vous avez des tentes de SDF. Quand vous rentrez dans Paris, vous ne savez pas si vous allez mettre 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Cette ville est d'une saleté absolument effroyable. Mais au-delà de la question de la circulation et de l'autarcie de Paris sur elle-même, qui se contrefiche de son écosystème et de savoir s'il y a des communes autour de Paris et s'il y a 10 millions de franciliens qui habitent en dehors de Paris et qui peuvent être amenés à devoir y venir pour leur travail et qui font vivre Paris, soyez en passant. Au-delà de ça, Paris, c'est un désastre d'un point de vue de la propreté, de la sécurité, de l'entretien. C'est une ville qui n'est plus tenue, qui n'a pas cessé de se dégrader. Et très objectivement, on parlait de l'époque Chirac-Tibéri, mais même par rapport à la mandature de Bertrand Delanoë, il y a eu un effondrement de la qualité de vie dans Paris. Paris, on en parlait tout à l'heure, Jacques, c'est une ville qui perd 10 à 12 000 habitants par an, et les gens qui partent, c'est des classes moyennes et c'est des familles qui quittent la capitale. Et c'est nos salariés. Qui quittent la capitale parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a plus de services et que la qualité de vie est devenue effroyable. Et je voudrais dire que pour tous ceux
qui travaillent, les salariés que je compatis dans mon entreprise, quand vous avez des gens qui ont 1h30, 1h15 de trajet le matin, 1h15 le soir, c'est pas supportable. Et donc c'est une ségrégation parce que on a peur pour eux, on les engage pas quand c'est si loin. Et quant à la propreté, j'ai été en voyage, il n'y a pas une capitale qui ressemble à la saleté de Paris. Là, même à Cannes, au festival, partout c'était impeccable, il n'y avait pas un mégot par terre. Je suis sidérée, j'étais en Espagne, au Portugal, les pays du Sud en principe, bon, on se dit, c'était impeccable. Mais qu'est-ce qui se passe? Les poubelles, il n'y a pas de containers suffisants pour les poubelles. Tout est autour de la poubelle. Je lance un appel. Pourquoi on n'en met pas 3 poubelles? Et la crasse s'appelle la crasse. Et effectivement, quand vous avez des papiers... C'est une ville qui n'est plus tenue. Oui. Enfin, on peut rajouter au moins des poubelles. Brice Sokol. Sauf qu'ils ne le font pas, ils ne tiennent plus la ville. Brice Sokol. C'est ce que vient de dire Jean-Philippe. Il y a véritablement aujourd'hui à Paris une volonté d'autarcie et ignorer tout ce qui se passe alors que c'est la banlieue qui fait vivre Paris. C'est pas les Parisiens. C'est là le problème. Et donc aujourd'hui, on a une bévue monumentale et j'espère que les Parisiens vont quand même se réveiller parce que s'ils continuent comme ça, ils vont crever. Mais ils se réveillent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Brice Sokol. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y a deux sujets, c'est ce que vous disiez Jean-Philippe et Jacques. Il y a le sujet, c'est Paris ne peut pas se développer de manière uniquement intramuros en se regardant sur elle-même. Paris, c'est aussi... Le nombril. Le nombril, c'est toute l'agglomération parisienne. C'est même la région de Paris. Ça va bien au-delà. Deuxièmement... moi, je pose la question, c'est est-ce qu'il faudrait pas redonner plus de pouvoir aux arrondissements en matière de propreté, en matière de sécurité? C'est une question que je pose, je n'ai pas de solution. Mais on verrait vraiment quels sont les maires d'arrondissement qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut redonner plus de pouvoir à la mairie centrale? Non, mais c'est une vraie question et c'est un vrai débat. On a le débat à l'Assemblée nationale sur la loi PLM. Est-ce qu'on va voter au suffrage direct ou continuer ce suffrage indirect? Est-ce que ça changerait quelque chose? Non, moi, ce qui me frappe à Paris, c'est premièrement, il n'y a plus de vivre ensemble. Il n'y a plus d'ambiance. C'est une ville triste quand on voyage. Deuxièmement, c'est une ville qui est, je dirais, un peu balkanisé, où chacun reste dans son arrondissement, suivant son milieu social. Troisièmement, moi, je suis très inquiet pour les commerces pour les commerçants. Mais rue de Rivoli, il y a plein de commerces fermés. Rue de Rivoli, dans le 8e arrondissement, dans le 1er arrondissement, il y a le sujet du commerce. Il y a le sujet, évidemment, de la sécurité, vraiment, notamment... moi, j'ai beaucoup d'amis au féminin qui, à partir de 20h, n'osent plus sortir, se promener tout seuls, parce qu'elles ont peur d'être importunées. C'est une réalité. Voilà. Enfin, alors j'ai une petite nuance, que moi je vis dans Paris, et maintenant je fais tout en vélo, Jacques, parce que j'ai plus le choix. Et bon, un peu de végétalisation, un peu de voie vélo, moi ça me fait du bien. Alors peut-être je suis un peu bobo, Jacques, mais voilà. Un peu. Ce côté végétalisation, ça me fait du bien. Les vélos, c'est là où il y a le plus d'accidents. C'est vrai, je fais du vélo et j'ai de plus en plus peur tous les jours. C'est parce que sur le vélo, là aussi, on est resté à mi-chemin. Soit tu fais vraiment des vrais voies vélos sécurisées et tu les assumes, mais tu fais pas ce... Non, c'est pas le sujet. Je suis agressée par les vélos électriques. Moi, je pédale bêtement sur un vélo à l'ancienne. On va avoir le combat vélo électrique. Non, c'est pas un combat. J'ai une peur bleue, y compris tout ce qui est à moteur qui fonce là-dessus. Et j'ai très peur des vélos électriques qui vont plus vite que moi, j'ai beau ramer, et qui me doublent n'importe comment. J'ai peur. Les trottinettes. Mais je pense que Paris, comme la France, on a Véronique qui nous dit venez à Toulouse, c'est la même chose, 1h30 pour faire 20 km. Oui, vous avez Lyon, pareil. On n'arrive plus à vivre dans une société apaisée. Ce sont des anti-civilisations. C'est la question du blocage circulation dans toutes les métropoles, on le retrouve. Les métropoles françaises, les métropoles européennes ou mondiales. Par contre, la question du recul de la place de la voiture, de la transition qui n'est pas faite suffisamment rapidement, de la montée des transports en commun, ça on le retrouve un peu partout. Par contre, l'insécurité, la saleté, l'absence de tenue, enfin, moi je suis maire, vous vous promenez dans Paris, il n'y a pas une rue, vous n'avez pas un poteau de travers, un poteau qui est tagué, des poubelles qui sont en vrac, c'est des choses qui sont totalement insupportables. Moi, quand j'ai ça dans ma commune, ça me rend fou, genre kikine mes services, Jacques Miard doit faire la même chose dans sa commune, on est derrière les services, avec les adjoints en permanence, quitte à aller ramasser nous-mêmes les choses pour que ce soit fait, parce que c'est aussi ça, être élu quand vous êtes élu dans une commune de 10, 15, 20 000 habitants, et vous êtes à Paris dans une ville qui est devenue dégueulasse. C'est la capitale de France, c'est une des plus belles villes au monde, et c'est une ville aujourd'hui qui est en train de perdre son statut, de dépérir. Voilà. Qu'est-ce qu'il Vous savez, quand une ville perd 10 à 12 000 habitants par an, c'est une ville qui meurt.
Puis attendez, on a voulu taxer les logements. Attendez, Jacques Méard. Jacques voulait répondre à Brice Sokol. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas comment la présidente de la région peut circuler d'un point à l'autre de la région en passant par Paris, c'est impossible. Ou bien elle a un hélicoptère. Voilà. Ou elle prend un moto. Ou alors moto-taxi. Vive les motos aussi dans Paris à ce moment-là. Oui, non mais attendez. Ce qui se passe, c'est que si des banlieusards sont obligés de prendre leur voiture, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas simplement parce qu'ils vont revenir tard le soir, etc. C'est qu'en réalité, on ne circule pas. On ne peut plus circuler, on ne peut plus traverser Paris. Et ça, c'est un problème majeur. Les banlieusards ont aussi le droit d'aller dans la capitale. On marque une petite pause et on va parler de cet effort demandé par François Bayrou ce matin. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Il a dit, je vais demander un effort à tous les Français. Moi, j'ai bien compris. Oui, je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres. C'est cette phrase que je voudrais qu'on m'explique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Alors François Bayrou ce matin était l'invité de nos confrères de BFM. Je ne crois pas qu'on ait le son, l'extrait très exact, mais je vais vous lire en gros ce qu'il a dit. Il va demander un effort à tous les Français. Au début du mois de juillet, je proposerai aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 années. Et je vais demander un effort donc à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation. Je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres. Donc ça veut dire quoi concrètement? Alors, je crois que ça veut dire préparez-vous à un impôt général. Je ne taxerai pas uniquement les riches comme je l'ai fait ou proposé. Et quand on dit je vais demander un effort égal à tous les Français, ça veut dire qu'on va augmenter l'impôt pour tous les Français. C'est extrêmement clair. Alors, oui, mais il y a pratiquement un Français sur 2 qui ne paye pas l'impôt. Oui, mais nous avons, et là j'insiste, il a évoqué la TVA sociale, je l'ai écouté très attentivement et je sais ce qui se passe dans le fameux conclave sans pape. Il y a le principe de la TVA sociale, qui est encore une fausse bonne idée. Si ça vous intéresse, je vous donnerai 2 éléments. Mais ça veut dire qu'augmenter l'impôt. Simplement, ce qui est beaucoup plus grave que tout ça, c'est que je n'ai pas entendu le mot économie de l'État. Non, c'est ça. Je n'ai pas entendu lutte contre la fraude. Mais alors, moi, je veux bien tout, parce qu'il faut. Mais l'économie de l'État. Alors, économie de l'État, ils appellent ça faire des économies, par exemple, de santé. Ça économise, je crois, 500 millions sur les milliards de transports médicaux, etc. Mais sur qui? Sur les taxis. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est les taxis qui vont payer. Donc je suis désolée. À chaque fois qu'ils essaient de faire un effort, et il faut le faire, il faut économiser les transports médicaux, je suis d'accord. Mais d'abord, on les convoque avant, on voit ce qu'il en est. On lance un appel, excusez-moi, aux médecins en disant ne prescrivez que vraiment quand c'est indispensable des transports médicaux. Sauf que si vous lisez les articles ce matin, c'est qu'il y a des fraudes ou il y a des fausses factures. Oui, bien sûr. Il y a des fraudes partout. Donc, partout, il y a de j'ai l'impôt, il y a des fraudes. un taxi hier qui me disait qu'il y a fraude. Mais bon, effectivement, pour revenir sur les... Alors, je voudrais terminer sur la TVA sociale, parce que qu'est-ce que ça veut dire tous les Français? Pour qu'il y ait tous les Français, il peut y avoir le principe de la TVA sociale. Mais la TVA sociale, on dit, ah oui, c'est bien parce que ça touche les produits importés. Or, la TVA sociale, ça va aider à augmenter un petit peu les salaires parce que ça fait reposer le système social sur, non plus complètement sur les salaires, mais sur tous les produits. Mais vous faites un transfert. C'est pas du tout social, la TVA. C'est-à-dire que vous allez payer plus cher certains produits et vous gagnerez un petit peu plus sur votre salaire à condition que ce soit partagé entre le chef d'entreprise et le salarié. Donc, tout ça est extrêmement faible. Pour un point de TVA, alors il y a des calculs invraisemblables que j'ai eus, mais qui sont vraiment très difficiles à faire. La TVA sociale est un peu une fausse bonne idée. Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, cette déclaration qui, quand je dis qui ne veut rien dire, c'est que je vais faire payer, tous les Français, mais quoi? Mais comment? C'est un plan. Impôt. Oui, mais impôt sur quoi? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le déficit est trop important, mais enfin, personne ne veut augmenter l'impôt et personne ne veut réduire les services publics et les dépenses publiques. Parce que quand on prend poste par poste, TVA sociale, on peut être pour ou contre. Moi, je suis plutôt favorable. On pourrait avoir une discussion pendant des heures. Mais la question, c'est de dire, on augmente quoi? On augmente la
TVA, on augmente l'impôt sur le revenu, on augmente l'impôt sur les entreprises, on augmente la CSG. Personne ne le souhaite quand il est concerné. On veut faire des économies. Vous preniez l'exemple des taxis, 300 millions d'euros d'économies sur les taxis, Paris est paralysé et on fait machine arrière. Je dis pas qu'il fallait le faire, mais dès qu'on rentre sur un poste d'économie, personne ne veut le faire. Donc on est sur un Premier ministre qui sait qu'il est dans une impasse budgétaire pour la fin de l'année, qui, je pense, cherche à essayer de gagner du temps en espérant trouver des pistes de consensus. Ils ont commencé à ambiancer sur 50 à 60 milliards à trouver. En bout de course, ils se contenteront de 20 à 30. Enfin, l'État américain, avec M. Musk, qui vient d'annoncer sa démission après 4 mois, où il aura coûté pratiquement plus cher avec son Doge que ce qu'il aura rapporté. Parce que les coûts induits, les pertes de recettes, il a perdu sa crédibilité, il a plombé financièrement l'État américain, il a divisé par 2 les ventes de Tesla. On voit que c'est pas forcément aussi facile que ça. Donc je pense que le Premier ministre aujourd'hui cherche à s'acheter du temps, espère arriver à trouver des voies de consensus à minima pour pouvoir proposer un budget à l'équilibre au mois de novembre. Mais on voit aussi que quand on annonce un plan de retour à l'équilibre sur 3 ou 4 ans, quand votre problème est d'arriver à tenir un gouvernement en place dans les 6 mois qui viennent pour aller jusqu'au vote du budget, on voit le décalage et la décorrélation. On est sur une opération gain de temps. Il nous prend un peu pour des jambons, pour rester poli. Je cherche la prise de conscience des Français. C'est-il justifié? Il a raison, Valérie. Vous pensez que les Français ne sont pas au courant qu'il y a une dette à 1,5 Ils sont au courant pour faire payer les autres. Personne n'est d'accord pour lui-même. On est tous d'accord pour les autres, mais jamais pour soi-même. Alors, juste un constat, et puis Bayrou, un constat. Voilà, il doit trouver 40 milliards d'euros d'économies. On a vu à l'Assemblée nationale, ça ne passera pas. Vous avez à l'Assemblée ceux qui veulent protéger les retraités, ceux qui veulent faire payer les riches et ceux qui veulent pas augmenter les impôts sur les entreprises. Donc c'est bloqué, je caricature. Ce matin, Bayrou, c'était le discours de la méthode. Oui. Voilà, moi je dis c'était le discours de la méthode, et parce qu'il est sur une opération où il veut prendre à témoin les Français, sur la difficulté de boucler ce budget et sur la dramatisation réelle de l'état de nos finances publiques. Je pense que, et on le voit nous dans les sondages que l'on fait avec Frédéric, aujourd'hui, vous prenez la dette, le sujet de la dette, qui il y a un an et demi n'apparaissait pas en haut des études d'opinion. Aujourd'hui, ça rentre dans les 3-4 thèmes qui interpellent les Français. Parce que les Français commencent à prendre conscience que la dette, c'est eux qui vont la payer, eux et leur génération à venir. Et donc, je pense que François Bayrou, avant de prendre des mesures qui vont être des mesures dures pour tout le monde, il ne faut pas se le cacher, il veut d'abord expliquer, prendre à témoin les Français, et il dit, je vais avancer le débat budgétaire au mois de juillet et faire des propositions dès le mois de juillet pour qu'elles soient discutées. Et il a dit, je suis même prêt de nouveau à solliciter le président de la République pour aller plus vite au référendum. Donc je pense que... Référendum, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Parce que la vraie question... spécialiste, j'aimerais savoir. La vraie question pour lui, je pense, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables, est-ce que nous sommes collectivement capables de changer le modèle social français qui repose sur le travail? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est ça la question, moi je sais pas quoi répondre. Question. Quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, je pense qu'on en est incapable. Et donc je pense qu'il est en train de créer une dramaturgie pour arriver au mois de novembre sur la thématique de dire on n'a pas de solution parce que personne n'est prêt à le faire et donc on est en situation de crise institutionnelle. Voilà. Alors Jacques Méard, il prend un témoin les Français. Exactement. Je vous Méard. écoute avec grand intérêt, comme aurait dit Édouard Balladur, c'est sa formule, n'est-ce pas? Je voudrais quand même dire une chose. Il n'y a aucune solution, là je sais que Jean-Philippe va froncer les sourcils, il n'y a aucune solution à la dette de la France dans le cadre des traités européens. C'est impossible. Impossible, et c'est pas en coupant. Si vous coupez dans les dépenses de l'État, vous allez accélérer la récession. C'est aussi simple que ça. Oh non. Donc il faut trouver des nouvelles formules. Et j'avais écrit un bouquin, vous voyez, qui s'appelle « L'art de la politique, c'est trancher le nœud gordien ». Donc il y a un moment, il va falloir reposer le problème, effectivement, de ce qui a été, je dirais, la croissance de la 4e et de la 5e République jusqu'à Maastricht, et qui étaient des avances, notamment des banques centrales au Trésor, pour l'investissement. Pour l'investissement. Et si vous ne faites pas ça, eh bien c'est perdu d'avance. Et vous allez avoir des conséquences dramatiques, y compris sur la zone euro. Mais comment faire des avances qu'on n'a pas d'argent? Mais pour le coup... Mais on vient de vous dire, vous faites des avances. Vous faites des avances.
Non, mais en termes d'endettement, on est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir réussi à contenir ou à réduire notre endettement. Quand on prend la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ils ont les mêmes règles européennes que nous, mais pour le coup, ils ont réussi à contenir leurs dépenses publiques, à réduire leurs dettes. On est le seul pays structurellement incapable de le faire au niveau de l'Union européenne. Donc il y a quand même bien un problème c'est comme pour interne avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes. En Grèce, il y a eu 1 million de Grecs qui ont foutu le camp du pays. C'est ça que vous voulez? Et en Italie et en Espagne. Ça marche très bien. La Grèce maintenant, ils y retournent. Et donc, il y a eu une récession dramatique en Grèce. Non. Avec des problèmes sociaux. Vous voulez que les Français foutent le camp de la France? Il y a eu ça, il y a eu une récession dramatique en Grèce. Ah non, maintenant ça va bien. Mais maintenant ça va très bien. C'est à mettre en lien. Enfin, le discours du Premier ministre me paraissait déconnecté par rapport au discours hier du président de la Cour des comptes, qui évoquait, Éric Revel me le rappelle, rapport de la Cour des comptes sur les finances de la Sécu, hors de contrôle, la crise de liquidité en vue. Je veux dire, on a quand même des pertes abyssales, un endettement colossal, et on nous dit on va vous taxer un peu plus. Enfin, c'est là où il y a quelque chose qui fonctionne pas quand même dans le discours politique aussi. Oui. Il y a un décalage. Il y a un décalage total. Mais en même temps, ça n'échappe à personne. Il n'y a pas de majorité parlementaire pour pouvoir mettre en œuvre une politique publique nationale. Ou des politiques publiques nationales. Le sujet, il est là aujourd'hui. On a 15,3 milliards de déficit de la sécurité sociale. C'est le rapport de la Cour des comptes. Enfin, c'est dramatique. La dette, c'est 113% du PIB aujourd'hui. Donc voilà, soit on prend des mesures collectivement et dans le cadre de majorités ou en dehors des majorités sur un plan référendaire. Mais sinon on n'y arrivera pas. Ouais. Et François Bayrou, on peut lui jeter la pierre, mais il est dans une grande difficulté aujourd'hui. Il n'a pas de majorité. Il est prisonnier de la composition de l'Assemblée nationale. De la composition de l'Assemblée nationale, et il doit faire 40 milliards à minima d'économies. C'est très complexe comme situation. Alors les États-Unis vont être à 6% de déficit cette année. Ouais. Alors qu'est-ce que vous conseillez, messieurs, au Premier ministre? Oui. Mais le problème pour moi, c'est qu'il est dans une situation insoluble du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée. Ça empêche d'avoir un choix clair. Une fois que vous avez dit ça, c'est pas simplement l'absence de majorité. Il y a un moment, il faut le faire voter, le budget. On est dans un carcan et qu'on ne va pas pouvoir en sortir sans prendre des mesures fortes. Et c'est au niveau européen qu'elle devra se prendre. Alors qu'est-ce que doit dire le Premier ministre? Le Premier ministre, il doit manger son chapeau et s'adresser à Bruxelles en disant on ne peut pas continuer comme ça. Mais il mange son chapeau. Allez, on a du mal à digérer. Il a même une digestion de chapeau. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio et on va revenir encore sur une parole de François Bayrou à propos des frères musulmans. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. La semaine dernière, tout le monde parlait de ce fameux rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Donc c'était, on semblait découvrir l'ampleur de la problématique. Il y a dans certains quartiers des phénomènes d'entrisme identifiés. Et Emmanuel Macron, d'un côté, a dit néanmoins, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Vous avez Bruno Retailleau qui dit il ne faut pas être dans le déni. Et écoutez François Bayrou ce matin chez nos confrères de BFM. Je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode, je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles, mais nous devons vivre ensemble. C'est la mode. C'est un peu ce que Fesneau disait, non? Et que vous citiez. Surenchère régalienne. Surenchère. En France, les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, nous allons devoir vivre ensemble. Tous ceux qui entretiennent la montée des tensions sur l'origine, la couleur de peau. Donc les coupables, c'est l'entrisme des frères musulmans ou c'est ceux qui veulent utiliser ce rapport? Tous ceux qui veulent faire que la loi religieuse devienne plus importante que la loi civile, cela ne respecte pas les principes français. Écoutez, on ne sait plus quoi penser. Arrêtons de penser qu'on a la solution autour de cette table. Je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que c'est un vrai problème qui a monté pendant des années.
que il faut avant tout, il faut arrêter de gloser. Il n'y a pas une proposition concrète sur quoi que ce soit. Moi, je veux juste des propositions concrètes. Mais on a un rapport qui visiblement est assez alarmiste sur l'entrisme, sur la façon, et Hugues Moutou, qui est secrétaire général du ministère de l'Intérieur ce matin, qui était sur CNews, expliquait ce qu'était que l'islamisme et qui faisait bien la différence avec justement l'islam et la manière dont cet islamisme pénétrait la société. Et on a un Premier ministre qui nous dit c'est la mode, c'est un sujet à la mode. Vous y êtes confronté, vous aussi, Jean-Philippe Dugoin-Clément, aux revendications communautaristes de plus en plus insistantes. Non, mais je pense que dans la réponse qu'il fait, qui est peut-être maladroite, mais le Premier ministre essaye de distinguer deux choses. D'une part, un entrisme militant religieux, qui est l'action des frères musulmans, et effectivement, qui se déploie depuis des années. Et cet entrisme, la République a été beaucoup trop lâche, beaucoup trop tolérante et n'a pas suffisamment réaffirmé ses principes. Quand on a des revendications par rapport à des repas communautaires dans les écoles, quand on a le port du voile quasi intégral qui normalement est interdit mais qui est banalisé aujourd'hui, quand on a des demandes de créneaux confessionnels de fête dans des piscines réservées aux femmes, on a une forme d'entrisme qui est totalement intolérable et inacceptable. Pour autant, et dans le même temps, ce qu'essaye de dire le Premier ministre, c'est qu'en ayant uniquement ce débat-là, comme si c'était le seul problème de ce pays, alors qu'on est en état de quasi-faillite, qu'on a la guerre en Ukraine qui est à nos portes, qu'on n'arrive plus à tenir notre modèle social, que le système éducatif français est en vrac, que l'hôpital est en train de partir en lambeaux, on ne peut pas cristalliser sur un seul point, et qui plus est, qui va, pour tous les extrêmes, revenir à catégoriser et à stigmatiser les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et effectivement, je pense qu'il faut être totalement intransigeant par rapport à ce qui est le phénomène religieux et musulman, quand on parle des musulmans, quand il sort de la sphère privée, de la sphère intime, mais dans le même temps, effectivement, ce que dit le Premier ministre, si on veut éviter d'avoir une société avec des communautés qui ne se parlent plus, qui vivent côte à côte, pour reprendre l'image de Gérard Collomb, on doit aussi éviter qu'une communauté entière soit stigmatisée parce qu'on a laissé un certain nombre d'activistes faire n'importe quoi, qu'on a été trop lâche et qu'on a renoncé à dire ça, c'est torchant de la République. Oui, enfin un certain nombre d'activistes. Visiblement beaucoup de secteurs de la vie aujourd'hui. C'est ce que disait Hugues Moutou. Ce que disait Hugues Moutou, c'est les islamistes colonisent le système associatif et endoctrinent des jeunes. Mais ce qui est absolument intolérable, l'entrisme islamique dans des associations sportives notamment est quelque chose d'intolérable. Mais on ne peut pas non plus laisser à croire, comme passent leur temps à longueur de colonne à le faire, le Rassemblement national, les identitaires ou Zemmour, à laisser croire que tout musulman est quelqu'un qui fait du prosélytisme, qui fait de l'entrisme. Oui, mais le problème, c'est que cette assimilation-là, elle se fait aussi. Et elle se fait parce qu'on n'a jamais su réaffirmer la règle et de dire que le fait religieux, qu'il soit musulman, catholique ou peu importe, il ne relève pas de la sphère publique et que l'entrisme est inacceptable dans ce pays. Oui, Jacques Méhard. Moi, personnellement, je ne connais pas de juifs, je ne connais pas de catholiques, je ne connais pas de musulmans, je ne connais que des citoyens français. Bravo. Et donc, c'est à ce titre qu'il faut agir. Et il faut être extrêmement ferme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre d'activistes utilisent notre laxisme et nos lois pour se présenter contre des victimes, alors que c'est eux qui bouleversent les principes de la République. Ils sont tous citoyens français. Ferme. Mais personne ne va dire, un instant, jeune fille, personne ne va dire que, bien évidemment, on va montrer du doigt, je dirais, une catégorie de population. D'ailleurs, il y a un proverbe que j'adore qui dit, quand tu montres du doigt quelqu'un, tu as 3 doigts qui te regardent. Voilà. Donc, il est évident qu'il faut être ferme, mais ce n'est pas le seul problème de la France aujourd'hui. Je ne peux être que d'accord avec notre ami maire de Montesquieu. Mais c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le seul problème qu'il ne faut pas en parler et s'en occuper. Bien sûr, parce qu'il faut être ferme. Oui. Il faut être ferme avec un certain nombre de gens
qu'on pourrait prier d'aller voir ailleurs si c'est pas plus bas. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, personne ne sait comment on fait. On peut pas dire ça. On ne sait pas. On ne peut pas les renvoyer. Les Algériens ne les laissent même pas débarquer sur le sol. On nous les renvoie. On ne peut pas les mettre dans un avion pour les enlever. On parle de citoyens français. On parle de clubs sportifs. On parle d'école. On parle d'entrisme à l'école. Comment on fait? On devrait. On ne sait pas comment on fait. Les subventions là où ils ne respectent pas les principes de la République. Pourquoi ils ne le font pas? Et on fait le ménage. Pour avoir la paix, pour la paix sociale. Enfin non, c'est. Pourquoi ils ne font pas, Jacques? Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de maires, malheureusement, qui, pour avoir la paix sociale, ont abondé, je dirais, dans ce sens. Oui, alors Brice Sokol. Alors comment on fait? Non, juste moi je voudrais revenir sur ce sujet. Certes, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet important parce qu'il peut porter atteinte aux valeurs de la République. Moi, je me souviens du discours d'Emmanuel Macron. C'était en 2020. Ce que je veux dire, c'est que le rapport, la lutte contre le séparatisme islamiste n'est pas nouveau. Non. Emmanuel Macron, 2020, fait bien la différence. Il dit, en parlant de la lutte du plan contre le séparatisme islamiste, dont est issu ce rapport d'ailleurs, il ne s'attaque pas à l'islam, mais à l'islamisme radical, qui forme une contre-société hostile aux valeurs républicaines. Je pense qu'il a tout dit. Bien sûr. Le sujet, c'est pas l'islam, ce sont les islamistes. Oui. Enfin, ça, c'est un vrai sujet. Et qui pèse sur nos concitoyens qui pratiquent leur foi dans toute tranquillité. Et quand on lit le rapport, moi je l'ai lu en détail ce rapport, il y a, premièrement, le rapport dit, le risque frériste existe en France. Ça, c'est une réalité. Bien sûr. Et deuxièmement, il dit, attention, parce qu'il y a un danger, nous sommes à 10 mois des élections municipales, il y a un danger d'un islamisme municipal. Comme en Belgique, vous avez le parti islam, comme en Belgique. Je pense que Jean-Philippe, tu as dans ta famille politique le maire de Garges-les-Gonesse, et son opposant lors des dernières élections municipales est cité dans le rapport comme étant membre des fréristes, des frères musulmans. Donc attention, parce que c'est aussi si vous voulez, une alerte. On est à 10 mois des élections municipales. Bien sûr. On pourrait avoir sur notre territoire des listes communautaires. Voilà. Portées par les frères musulmans. Et ça peut changer sur les territoires, dans certains de nos territoires, certains équilibres. Ça, c'est un premier sujet. Deuxièmement, qui stigmatise et qui porte ce débat en France depuis le 7 octobre dernier? C'est quand même une partie de l'extrême gauche française qui instrumentalise ce sujet-là et qui le met sur la place publique et qui fait venir chez nous ce conflit israélo-palestinien et qui a des conséquences. On l'a vu aux législatives, on va le voir aux municipales dans certaines zones françaises. Donc attention de ne pas tout mélanger et de dire, voilà, ceux qui stigmatisent, ce sont ceux-là ou ceux-là. Voilà. Je pense qu'il y a une responsabilité collective à avoir. Le sujet, évidemment, ce ne sont pas les citoyens français de confession musulmane. Non. Le sujet, ce sont ceux qui veulent déstabiliser la République. Voilà. Et qui mettent la pression souvent à nos concitoyens de religion. Ouais. Et qui mettent la pression à un certain nombre de... Bien sûr, parce que la majorité de nos citoyens de confession musulmane, il n'y a pas de sujet. Oui. Il n'y a pas de sujet. Et ils rejettent d'ailleurs ces gens-là. Ils sont 40% à ne pas vouloir de voile pour les femmes. Mais bien sûr. Donc oui. On fait 60% qui sont pour. Ah oui. Et donc dénoncer ces gens-là et les poursuivre, c'est aussi protéger l'ensemble de nos concitoyens, et plus particulièrement nos concitoyens français de confession musulmane. Mais ce que je remarque quand même, c'est cette espèce de brouillage, enfin de brouillard plus précisément autour de cela depuis la parution du rapport, avec c'est la mode, nous dit le Premier ministre, Emmanuel Macron qui parle de complotisme. Enfin, on ne sent pas de volonté politique. C'est ça. Je crois qu'ils ne savent pas comment faire. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus que vous, c'est pas de la mauvaise volonté. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ils doivent s'y prendre. Ils savent pas. Il y a la question, il faut couper les subventions dès qu'il y a le moindre truc, dès qu'il y a la moindre suspicion. Faut appliquer des expulsions de manière systématique quand on est sur des non-français qui sont suspects. Oui, on n'arrive pas. Et puis, il faut aussi réaffirmer la règle républicaine par rapport au repas confessionnel, par rapport à l'entrisme dans un certain nombre de clubs, par rapport aux créneaux sportifs. Mais qui va réaffirmer mais ça, c'est à l'État.
parce que si l'État ne pose pas la loi, ça a été fait dans les lycées, ça a été fait. Si l'État national, si le gouvernement, le législateur ne repose pas les interdits, la réalité c'est que vous laissez des maires seuls. Alors comment on repose les interdits? Comment repose-t-on les interdits? Mais la loi, on est encore dans un pays où la loi, elle n'est pas assez claire là-dessus. Si, elle est claire. Non, il faut réaffirmer la loi. Des créneaux confessionnels, des repas confessionnels, ça n'est pas quelque chose d'acceptable. Voilà, il y a toute une série de champs sur lesquels il faut investir. Bien sûr. Non, ensuite, c'est action de l'interprétation. On en revient à la problématique de ce gouvernement, c'est qu'il est fait à U et à dia. Et sur tous les sujets, vous avez des membres du gouvernement qui sont pour, des membres du gouvernement qui sont contre. Regardez la proposition de loi sur l'agriculture qui est débattue. Non, c'est plus, mais on ne débat plus. On débat plus. C'est pas sujet, mais en tout cas, il y avait des membres du gouvernement qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Sur cette thématique, c'est la même chose. Sur la thématique de la sécurité, c'est la même chose. Il nous faut une ligne claire. C'est fini. Jacques, dernier mot, vite. C'est fini pour le pays ou notre émission? Il y a des maires qui poussent. Lorsque vous avez un maire qui va autoriser qu'il y ait des créneaux que pour les femmes dans les piscines, voilà. Eh bien, c'est pour ça que la loi doit l'interdire pour ne pas permettre que ça se fasse au niveau local. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Ce n'est pas interdit. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.